Nous allons aborder l'organisation fonctionnelle de l'œsophage à partir de l'analyse d'une coupe transversale. L'œsophage est constitué en périphérie d'une adventice, tissu conjonctif contenant une abondante matrice extracellulaire avec des fibres de collagène et notamment les cellules qui les synthétisent, les fibroblastes. L'adventice est l'enveloppe périphérique qui protège et délimite l'œsophage. Elle est en continuité avec l'adventice de la trachée. On le retrouve ici sur ce schéma simplifié d'organisation. Vient ensuite la musculaire ou musculeuse formée de muscles lisses. Elle contient des muscles d'abord longitudinaux qui en coupe transversale sont sous forme de paquets de cellules perpendiculaires au plan de coupe entre lesquels s'immisce du tissu conjonctif, ici en bleu clair. Ensuite, des muscles circulaires apparaissant en coupe transversale sous forme d'un aspect fibreux en forme d'arc de cercle. Ces deux couches de muscles longitudinaux et muscles circulaires, perpendiculaires l'un à l'autre, sont dits des muscles contrariés et permettent le péristaltisme, c'est-à-dire des ondes de contraction de l'œsophage nécessaires à l'avancée du bol alimentaire allant de la bouche vers l'estomac. On retrouve dans l'ordre sur ce schéma tout d'abord muscles longitudinaux et ensuite muscles circulaires. La sous-muqueuse est une nouvelle tunique conjonctive avec des fibres de collagène et des fibres élastiques, ainsi que les cellules qui les fabriquent, les cellules de type fibroblaste. On peut y trouver des glandes muqueuses, ici notées G. Ce sont des cellules amassées en forme de paquets, des cellules de type exocrine, sécrétant du mucus. Elles forment des acinis muqueux avec des cellules organisées en rosette autour d'une lumière. Ces cellules muqueuses ont un noyau basal aplati et un cytoplasme relativement clair. Donc il faudra zoomer sur ces glandes muqueuses pour les reconnaître. Le mucus fabriqué est libéré à la surface de l'épithélium et aide à l'avancée du bol alimentaire. Sur ce schéma, les gros éléments circulaires, notés ici G, correspondent à ces glandes muqueuses. Dernière tunique, la muqueuse, sous-divisée en musculaire muqueuse, chorion et épithélium. La musculaire muqueuse forme une couche relativement fine de muscles lisses. Elle permet des mouvements locaux et les replis de la muqueuse, en lien avec la présence ou l'absence de bol alimentaire dans la lumière. Vient ensuite le chorion. Le chorion est un tissu conjonctif contenant, comme la sous-muqueuse,
une matrice extracellulaire abondante. On peut le voir sur ce zoom en bleuté. Matrice extracellulaire abondante formée notamment de fibres de collagène, mais également de fibres élastiques synthétisées par des fibroblastes. Comme la sous-muqueuse, elle contient des glandes exocrines muqueuses. On peut en voir ici un grand nombre sous forme de paquets circulaires rosés avec des points rouges. Ces cellules muqueuses sont organisées, comme dans le cas de la sous-muqueuse, sous forme d'acini, c'est-à-dire des rosettes de cellules autour d'une lumière. Cette lumière peut parfois être visible. Les cellules exocrines muqueuses ont un noyau aplati basal, un cytoplasme clair. Le mucus, là encore, est sécrété à la surface de l'épithélium. Le chorion peut contenir des amas de cellules immunitaires, paquets de cellules assez rondes au noyau central. Ce sont des îlots lymphoïdes. Ces îlots lymphoïdes ont pour rôle de protéger contre l'intrusion de pathogènes arrivant éventuellement avec le bol alimentaire. Sur ce schéma résumant les différentes structures, on retrouve la musculaire muqueuse, puis le chorion, avec notamment sous forme circulaire ici nos TG, ces glandes muqueuses. Dernière sous-couche de la muqueuse, l'épithélium. C'est un épithélium très épais, formé de nombreuses couches de cellules, ayant pour rôle de protéger la paroi contre la dégradation due à l'avancée du bol alimentaire. Cet épithélium a une organisation bien spécifique. On peut le voir ici sur une photo de détail. Sa base est reconnaissable par un grand nombre de cellules très serrées, cellules cubiques, au rapport nucléoplasmique très important, le noyau remplissant la majeure partie du cytoplasme, et elles sont fortement colorées. Ce sont des cellules en prolifération, formant une zone de mitose. Cette zone permet une multiplication abondante de cellules en permanence poussées vers la lumière du tube digestif, vers la lumière de l'œsophage. Lors de cette avancée, les cellules se différencient et leur rapport nucléoplasmique diminue. Le cytoplasme s'élargissant, le noyau prend de moins en moins de place par rapport au reste du cytoplasme. Ces cellules également s'aplatissent. Les noyaux des cellules sont donc de plus en plus dispersés dans l'ensemble de la couche. Ces cellules deviennent pavimenteuses, c'est-à-dire plus larges que hautes, et l'épithélium prend un aspect de plus en plus filamenteux, fibreux. Les cellules finissent par mourir vers la lumière. Ce sont des cellules desquamantes, c'est-à-dire qu'elles se détachent et sont emportées avec le bol alimentaire, donc dans la lumière de l'œsophage. Le renouvellement important des cellules est donc en relation avec l'avancée du bol alimentaire dans cette lumière. Cet épithélium est qualifié de pluristratifié, pavimenteux, car les dernières couches, les couches les plus superficielles, contiennent des cellules en forme de pavé, pavimenteuses. Sur l'ensemble de la lame,
il faudra repérer des vaisseaux sanguins. Vaisseaux de type artère ou artériole, veine ou vénule, mais aussi bien sûr des capillaires. Ils sont abondants dans toute l'épaisseur de la lame, notamment dans les tissus conjonctifs. Ils sont très abondants, sauf, seule exception, l'épithélium. L'épithélium est une partie qui n'est jamais irriguée. Quel que soit le type d'épithélium, que ce soit l'œsophage ou d'autres organes d'ailleurs, un épithélium n'est jamais irrigué, ne contient jamais de vaisseau sanguin. Il faudra également repérer des neurones présents à différents endroits de la paroi et formant des plexus nerveux. Sur de nombreuses coupes, comme sur celle-ci par exemple, la muqueuse forme de nombreux replis correspondant à un état similaire à celui d'un œsophage vide. La paroi, naturellement, peut se distendre lorsque le bol alimentaire arrive et fortement s'élargir. Ceci à mettre en relation avec les nombreuses fibres élastiques, mais aussi les fibres musculaires lisses. Différents types de préparations peuvent vous être donnés. Il faudra reconnaître l'œsophage, quelle que soit sa coloration. Dans certains cas, un artefact de préparation peut avoir séparé les différentes tuniques avec, comme par exemple ici, une cassure qui s'est formée dans la sous-muqueuse. La coupe transversale d'œsophage peut être à analyser sur une préparation microscopique qui contient d'autres structures. Par exemple, avec la trachée et la glande thyroïde.